La police arrête un ancien détenu pour vol à l'étalage, ignorant qu'il est capitaine de police hors service. Allongez-vous par terre. La voix de l'agent Martinez résonna dans le centre commercial Riverside tandis qu'il plaquait Marcus Thompson face contre terre contre le carrelage froid. L'impact a envoyé une onde de choc dans le corps de Marcus, âgé de 42 ans, ses genoux raclant la surface rugueuse tandis que les menottes claquaient autour de ses poignets. Les clients se sont arrêtés en plein milieu de la foulée, leurs téléphones surgissant comme des armes tandis que la scène se déroulait près du magasin d'électronique. Une femme blanche d'âge moyen serrait son sac à main et murmurait à son ami. J'ai su que quelque chose clochait chez lui dès qu'il est entré. Marcus ne dit rien. Sa mâchoire se serra lorsque l'agent Davison lui enfonça un genou dans le dos, le poids lui écrasant les côtes. 20 ans de service lui avaient appris exactement comment la situation s'était déroulée. Plus il protestait, plus la situation empirerait. « Monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour vol à l'étalage », annonça Martinez d'une voix forte, s'adressant à son auditoire de plus en plus nombreux. Le suspect a été vu en train de dissimuler des marchandises et de tenter de partir sans payer. Le gérant du magasin, un jeune homme nerveux nommé Kevin, se tenait à proximité, une tablette dans ses mains tremblantes. Les images de sécurité le montrent en train de mettre quelque chose dans la poche de sa veste, dit-il, la voix brisée par l'incertitude. Marcus finit par parler, mesuré et calme malgré le feu qui brûlait dans sa poitrine. Vérifiez vos caméras. Vérifiez-les attentivement. Quelque chose dans son ton fit s'arrêter Kevin. Il n'y avait ni panique, ni désespoir. Juste la confiance tranquille de quelqu'un qui savait exactement ce que ses caméras montreraient. Gardez ça pour le juge, ricana Davison en faisant se relever Marcus. Encore un ex-tolard qui se croit libre de partir avec ce qu'il veut. La foule murmura son approbation. Plusieurs personnes hochèrent la tête, satisfaites que justice soit faite. Un homme âgé portant une casquette d'ancien combattant secoua la tête avec dégoût. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont aucun respect pour la loi. Mais Sarah, la fille de Marcus, qui flânait au rayon musique, se fraya un chemin à travers la foule. À 19 ans, elle avait hérité de la force de caractère et de la langue acérée de son père. « Papa !» Sa voix trancha le brouhaha comme une lame. « Tout va bien, ma puce », dit doucement Marcus, sans quitter l'agent Martinez des yeux. Juste un malentendu. La radio de Martinez grésilla. « Unité 47, où en êtes-vous concernant le vol à l'étalage ? » Suspect en garde à vue. Je l'amène immédiatement. Alors qu'ils emmenaient Marcus vers la sortie, son esprit explorait toutes les possibilités. Il pouvait révéler son identité sur le champ, exhiber son badge de capitaine, voir leur visage s'effondrer de honte et de peur. Mais quelque chose de plus profond se tramait. La rapidité de leur réaction, la certitude de leurs accusations, la façon dont ils l'avaient ciblé. Les portes automatiques s'ouvrirent, révélant une voiture de patrouille garée juste devant. Marcus remarqua leur positionnement, il l'attendait. Ce n'était pas un hasard. « Papa !» appela Sarah, la suivant de loin. Son téléphone était à la main, enregistrant tout. Marcus se retourna pour regarder sa fille, et pour la première fois depuis le cliquetis des menottes, il sourit. Ce petit geste fit froid dans le dos de l'agent Martinez, sans qu'il puisse expliquer pourquoi. « Assurez-vous de tout filmer, ma puce », dit Marcus d'une voix claire. « Dans les moindres détails. Si les histoires de justice et de lutte contre la corruption vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne, car la suite vous bouleversera profondément. » La portière de la voiture de patrouille claqua, mais le véritable combat de Marcus Thompson ne faisait que commencer. Ce que ses agents ignoraient, c'est qu'ils venaient d'arrêter le capitaine le plus décoré de l'histoire de la ville. Un homme qui avait passé les 5 dernières années à enquêter sur la corruption au sein même de leur service. Les néons de la salle de garde du commissariat projetaient des ombres crues sur le visage de Marcus, tandis que l'agent Martinez le poussait sur le banc métallique. Une odeur familière de désinfectant et de café rassis lui emplissait les narines, des odeurs qu'il connaissait de l'autre côté de ses murs. Marcus Thompson lut le sergent de service sur l'écran de son ordinateur, les doigts claquant sur le clavier. 42 ans. Arrestation antérieure pour vol à main armée, agression, possession de drogue. Il leva les yeux avec dégoût. Quel beau travail. Marcus serra les mâchoires. Ses arrestations dataient d'il y a 23 ans, quand il avait 19 ans et fréquentait les mauvaises personnes. Avant qu'il ne trouve un but dans la vie. Avant qu'il ne devienne l'homme dont sa fille pouvait être fière. Criminel un jour, criminel toujours, murmura Martinez à Davison tandis qu'il remplissait leurs papiers. Ces gens-là ne changent jamais. Le processus d'enregistrement s'éternisait avec une lenteur délibérée. Chaque empreinte digitale pressée avec une force inutile. Chaque photo prise avec Marcus était posée comme un trophée.
La cruauté désinvolte des agents se révélait à chaque interaction. « Vous savez ce que j'aime dans ce genre d'affaires » dit Davison d'une voix forte, s'assurant que Marcus entende chaque mot. « C'est clair. Pas de zone d'ombre. Le méchant vole, les gentils l'attrapent. Simple. » Mais Marcus remarqua des choses que ses ravisseurs avaient manquées. La façon dont Martinez consultait son téléphone, envoyant des SMS avec une intensité pressante. Les regards nerveux échangés entre les officiers, pensant que personne ne les observait. Le fait que son rapport d'arrestation ait été rédigé avec une rapidité suspecte. Un lieutenant corpulent émergea de l'arrière-boutique, le ventre serré contre sa chemise d'uniforme. Le lieutenant Rogers avait l'air d'un homme qui avait renoncé à la justice depuis longtemps, se contentant de toucher son salaire et de compter les jours jusqu'à la retraite. « Thompson » lança Rogers en s'approchant, un dossier à la main. « Facilitons les choses pour tout le monde. Tu signes des aveux, tu acceptes une négociation de peine, et toute cette histoire s'arrange en silence. »« Je n'ai rien volé, » dit Marcus d'un ton neutre. Rogers rit, un rire rauque résonna sur les murs de béton. « Mon fils, ça fait 28 ans que je fais ça. Je sens la culpabilité à l'autre bout de la pièce, et tu en es imprégné. » Marcus étudia le visage de Rogers, remarquant la montre hors de prix qui ne correspondait pas au salaire d'un lieutenant, les chaussures de créateur qui coûtaient plus cher que ce que la plupart des officiers fabriquaient en un mois. Une autre pièce du puzzle s'est mise en place. Le gérant du magasin semblait assez incertain de ce qu'il a vu, observa Marcus. Les images de sécurité ne mentent pas, intervint Martinez, trop vite. On vous voit clairement en train de fourrer des marchandises dans votre veste. Alors, regardons ça ensemble. Le silence qui suivit dura un instant. Rogers s'éclaircit la gorge, triant des papiers dans son dossier. Le matériel est en maintenance. Mais nous avons des témoignages. Marcus s'adossa au banc, un léger sourire aux lèvres. 20 ans d'interrogatoire lui avaient appris à déchiffrer les indices. Les regards fuyants, les postures défensives, la main tremblante de Martinez lorsqu'il signait des documents. Vous semblez terriblement nerveux pour des policiers qui ont pris quelqu'un en flagrant délit. Nerveux. Davison s'avança, les poings serrés. Vous pensez qu'on est nerveux à cause d'un petit voyou? Je pense, dit Marcus doucement, que tu es terrifié par ce qui arrive quand les gens commencent à poser les bonnes questions. La température dans la pièce semble abaisser de plusieurs degrés. Le visage de Rogers devint rouge, les veines saillantes dans son cou. Tu nous menaces, Thompson. Je fais juste une observation. L'appel de Marcus fut finalement accordé après 2 heures de retard de traitement. Il composa un numéro de mémoire, attendant que la sonnerie retentisse une fois, puis 2. Sarah, j'ai besoin que tu appelles l'inspectrice Lisa Park des affaires internes. Dis-lui que Marcus Thompson a besoin d'elle au commissariat de Riverside immédiatement. Rogers lui arracha le téléphone. Le temps est écoulé. Papa. La voix de Sarah grésilla dans le haut-parleur avant que la ligne ne soit coupée. Marcus leva les yeux vers Rogers, qui respirait bruyamment, des gouttes de sueur perlant sur son front malgré la climatisation. Peur des affaires internes, lieutenant. Je n'ai peur de rien, rétorqua Rogers, mais sa voix se brisa sur le dernier mot. Les pièces du puzzle se mettaient en place pour Marcus. L'arrestation ciblée, l'interpellation précipitée, la pression pour des aveux rapides. Il ne s'agissait pas de vol à l'étalage. Quelqu'un voulait le réduire au silence, le discréditer, l'écarter de son enquête. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils avaient sous-estimé à qui ils avaient affaire. Alors que la nuit tombait devant les fenêtres du commissariat, Marcus Thompson était assis dans sa cellule, non pas comme une victime vaincue, mais comme un prédateur scrutant sa proie. Demain, ses officiers apprendraient le vrai sens de la peur. L'aube perçait les barreaux de la cellule de détention provisoire, tandis que des pas résonnaient dans le couloir. Les talons pointus de l'inspectrice Lisa Park claquaient sur le sol poli avec une précision militaire. À 38 ans, elle avait bâti sa réputation en démantelant les policiers corrompus avec une efficacité chirurgicale. Où est-il? Sa voix trancha le silence matinal comme une lame de rasoir. Rogers sortit de son bureau, une tasse de café à la main, s'efforçant d'afficher une autorité désinvolte. Inspecteur Park. Je ne m'attendais pas à ce que les affaires internes soient si tôt. Le capitaine Thompson a appelé ma ligne personnelle hier soir. Ses yeux gris acier fixèrent Rogers avec une intensité laser. Je veux le voir. Tout de suite. Marcus se leva de l'étroit lit de camp, tandis que Lisa approchait de sa cellule. 23 ans s'étaient écoulés depuis leur dernière affaire commune, mais leur partenariat restait indéfectible. Elle était la seule à connaître l'étendue de son enquête actuelle. Lisa,
dit Marcus doucement en agrippant les barreaux. Ils ont mordu à l'hameçon. Son expression ne changea pas, mais ses doigts se resserrèrent autour de sa mallette. C'est grave. Martinez, Davison, Rogers. Tous des escrocs. Marcus baissa la voix. L'opération du centre commercial Riverside que nous soupçonnions, il ne se contente pas de la protéger. Il la dirige. L'inspecteur Park se tourna vers Rogers, qui rôdait dans les environs, visiblement en train d'écouter aux portes. « Lieutenant, j'ai besoin du rapport d'arrestation et de toutes les preuves liées à cette affaire. »« Bien sûr, » dit Rogers trop vite. « Mais c'est assez simple. Je l'ai pris en flagrant délit de vol d'appareils électroniques. Alors, vous n'aurez aucun inconvénient à ce que je visionne les images de sécurité. » Le visage de Rogers se vida. Comme je l'ai dit à Thompson, le matériel est en panne pour maintenance. Lisa sortit son téléphone et composa un numéro abrégé. Inspecteur Park, affaires internes. J'ai besoin d'une équipe technique au centre commercial Riverside immédiatement pour récupérer les images de sécurité de l'incident d'hier. Attendez, s'avança Rogers, la panique s'insinuant dans sa voix. Il y a peut-être des images disponibles, après tout. Mais Marcus avait déjà 3 longueurs d'avance. Au cours de ses années d'enquête sur ce réseau de corruption, il s'était fait des alliés au sein du service. Des agents qui croyaient encore en la justice, qui en avaient assez de voir leurs collègues tirer profit du crime. L'agente Jennifer Wu apparut au bout du couloir, sa nervosité habituelle remplacée par une détermination sereine. Elle tenait un dossier en carton épais rempli de documents. Inspecteur Park. La voix de Wu tremblait légèrement. « J'ai quelque chose que vous devez voir. » Elle ouvrit le dossier, révélant des photos, des relevés bancaires et des conversations enregistrées. Ces 6 derniers mois, j'ai tout documenté à la demande du capitaine Thompson. Les fausses arrestations, les preuves truquées, les pots de vin versés aux entreprises locales. Rogers se précipita pour s'emparer du dossier, mais Lisa s'interposa. « Touchez à ces preuves, lieutenant, et vous serez accusé d'entrave à la justice. » Wu poursuivit, sa voix devenant plus forte à chaque mot. Martinez et Davison ont ciblé des individus spécifiques. Ceux qui ont posé trop de questions sur des preuves manquantes, qui se sont plaints de harcèlement, qui ont menacé de dénoncer la corruption. Marcus observa le visage de Rogers alterner entre colère, peur et désespoir. « Tout cela est inventé, » balbutia le lieutenant. Thompson prépare ça depuis des mois. Il essaie de piéger des policiers innocents pour dissimuler ses propres crimes. Mes crimes. La voix de Marcus était d'un calme mortel qui figea tout le monde dans le couloir. « Laissez-moi vous parler des crimes, Rogers. » Il se rapprocha des barreaux, sa présence emplissant le couloir malgré son enfermement. « Pendant 5 ans, je vous ai vu, vous et votre bande, voler des preuves dans des casiers à preuves, cacher de la drogue sur des innocents et accepter des pots de vin de toutes les organisations criminelles de la ville. »« Vous n'avez aucune preuve, » rétorqua Rogers, mais la sueur perlait sur son front. Marcus sourit, l'air prédateur et froid. « J'ai des enregistrements de vos négociations avec le chef de la sécurité du centre commercial Riverside. J'ai des photos de vos rencontres avec des trafiquants de drogue derrière le vieil entrepôt de la 5e rue. J'ai des relevés bancaires montrant des dépôts qui ne correspondent pas à votre salaire. » Chaque révélation frappait Rogers comme un coup de poing. Sa tasse à café glissait de ses doigts tremblants, se brisant au sol dans une explosion de céramique et de liquide brun. « Mais surtout, » poursuivit Marcus, sa voix devenant à peine plus basse qu'un murmure, « j'ai une preuve vidéo de vous et Martinez en train de cacher la marchandise dans ma veste hier. » Le silence qui suivit fut assourdissant. La bouche de Rogers s'ouvrit et se referma comme un poisson à bout de souffle. Martinez, qui s'approchait pour commencer son service, se retourna et courut vers la sortie. Lisa Park sortit ses menottes, l'air sombre mais satisfait. « Lieutenant Rogers, vous êtes en état d'arrestation pour complot, falsification de preuves et violation des droits civiques. » Alors que les menottes claquaient autour des poignets de Rogers, Marcus ressentit une satisfaction plus profonde que toutes celles qu'il avait connues en 20 ans de carrière dans les forces de l'ordre. Mais ce n'était que le début. La corruption était bien plus profonde que quelques flics corrompus. Juges, procureurs et fonctionnaires municipaux se nourrissaient tous du même poison. L'arrestation avait été conçue pour le réduire définitivement au silence. Au lieu de cela, elle lui avait fourni exactement les preuves dont il avait besoin pour les faire tous tomber. Le commissariat de Riverside sombra dans le chaos tandis que les agents fédéraux affluaient par les portes comme une tempête tactique. L'agent du FBI Sarah Chen mena l'attaque, sa voix tranchant le tumulte matinal avec une autorité militaire. Il s'agit d'une descente fédérale. Tout le personnel doit s'éloigner immédiatement des ordinateurs et des classeurs.
Depuis sa cellule, Marcus observait 20 ans de corruption se défaire en temps réel. Les agents s'empressaient de supprimer des dossiers, de déchiqueter des documents et de passer des appels paniqués. Mais il était trop tard. Chaque mouvement était enregistré, chaque acte désespéré s'ajoutant à la liste croissante des accusations. L'inspectrice Park s'approcha de la cellule de Marcus avec un porte-clés, son expression mêlant triomphe et épuisement. « Capitaine Thompson, vous êtes libre de partir. Toutes les charges sont abandonnées. » Alors que la porte de la cellule s'ouvrait, Marcus s'engagea dans le couloir qui avait été le théâtre de son humiliation quelques heures auparavant. L'endroit grouillait d'agents fédéraux cataloguant les preuves, procédant à des arrestations et démantelant l'entreprise criminelle qui opérait sous la protection du badge. L'agent Chen s'approcha et lui tendit la main. « Capitaine Thompson, vos 5 années d'enquête viennent de nous révéler la plus grande affaire de corruption policière de l'histoire de l'État. » Martinez fut traîné dans le couloir, menotté, son arrogance passait laissant place à une terreur absolue. Il aperçut Marcus et se précipita en avant, la bave aux lèvres. « Vous avez tout détruit. 20 ans de ma carrière. 20 ans de criminalité, » corrigea Marcus calmement. « Il y a une différence. » L'ampleur de l'opération devint évidente lorsque les agents dévoilèrent leurs conclusions. Le centre commercial Riverside avait servi de couverture au blanchiment d'argent, des agents corrompus veillant à ce que quiconque posait des questions disparaisse du système grâce à de fausses arrestations et à des négociations de plaidoyer forcés. Le juge Harrison, qui avait traité des centaines de ces affaires fabriquées de toutes pièces, fut emmené menotté, tandis que les caméras de télévision capturaient chaque instant. Ses costumes coûteux et sa voiture de luxe avaient été achetés avec le prix du sang soutiré à d'innocentes victimes. Mais la révélation la plus dévastatrice est survenue lorsque des agents ont perquisitionné l'hôtel de ville. Le maire Bradley, qui avait publiquement vanté le « partenariat pour la prévention du crime » du centre commercial, a été découvert avec des comptes offshore contenant plus de 2 millions de dollars de pots de vin. Marcus se tenait sur les marches du commissariat, entouré de journalistes, micros pointés comme des armes. Les questions fusaient d'un flot incessant. « Capitaine Thompson, depuis combien de temps soupçonnez-vous cette corruption? Qu'est-ce qui vous a décidé à vous infiltrer dans votre propre service? Combien d'innocents ont été victimes d'un coup monté? » Marcus a levé la main et la foule s'est tue. Lorsqu'il a pris la parole, sa voix portait le poids de toutes les victimes de ce système. Pendant 5 ans, j'ai vu de bons policiers démissionner de dégoût, tandis que des criminels portant des badges détruisaient des vies pour le profit. L'arrestation d'hier n'a pas été mon pire moment. C'était le leur. Il a regardé droit dans les yeux les caméras, sachant que ses paroles feraient écho dans toute la ville. Il pensait que mon casier judiciaire, vieux de 23 ans, me rendait faible, vulnérable. Ils oubliaient que, parfois, ceux qui ont traversé les ténèbres savent mieux que quiconque comment les combattre. Sarah se fraya un chemin à travers la foule et serra son père dans ses bras. Des larmes ruisselaient sur son visage, tandis qu'elle le serrait fort. « Papa, j'avais tellement peur qu'il te détruise. »« Ma petite fille, » murmura Marcus en lui caressant les cheveux. « Ils ont essayé de m'enterrer. Mais ils ne savaient pas que j'étais une graine. » L'enquête fédérale allait finalement révéler 247 arrestations injustifiées, 89 cas de faux indices et une opération de blanchiment d'argent de plus de 15 millions de dollars. Des dizaines de condamnations seraient annulées, des familles réunies et des vies reconstruites. Mais debout sur ses marches, au milieu des décombres de la corruption, Marcus ressentait quelque chose de plus puissant que la victoire. Il ressentait de l'espoir. Le système pouvait être assaini. La justice pouvait être rétablie. Et parfois, ceux-là même qu'il tentait de réduire au silence devenaient les voix les plus fortes du changement. Tandis que les hélicoptères des médias tournoyaient au-dessus de leur tête et que les agents fédéraux poursuivaient leur travail, Marcus Thompson descendait les marches du commissariat en homme libre. Mais plus que cela, il descendait pour nous rappeler que l'intégrité est indéfectible, que le courage est inébranlable et que la vérité finit toujours par éclater. 6 mois plus tard, Marcus se tenait derrière le podium lors de la cérémonie de remise des diplômes de l'Académie de police, observant 42 jeunes visages avides de servir et de protéger. L'ironie ne lui échappait pas. L'homme qu'ils avaient tenté de détruire formait désormais la prochaine génération d'agents. « Certains d'entre vous vivront des moments qui mettront à l'épreuve toutes vos convictions », a-t-il déclaré à la promotion. « Des moments où agir correctement vous coûtera des amis, des promotions, voire votre sécurité. Dans ces moments-là, rappelez-vous que l'insigne ne vous rend pas honorable. C'est l'honneur qui rend l'insigne digne d'être porté. » Sarah était assise au premier rang, désormais étudiante en 2e année de droit et spécialisée dans la réforme de la justice pénale. L'affaire de son père l'avait poussée à changer de carrière, passant du commerce au droit. Elle voulait s'assurer que ce qui lui était arrivé ne puisse plus jamais arriver à un innocent. L'inspecteur Park,
récemment promu chef adjoint des affaires internes, a remis à Marcus une distinction pour son travail d'infiltration. L'enquête de 5 ans était devenue un cas d'école de lutte contre la corruption de l'intérieur. Le sacrifice et le dévouement du capitaine Thompson ont permis l'exonération de 247 citoyens condamnés à tort, a-t-elle déclaré sous les applaudissements de la foule. Son travail a fondamentalement transformé le fonctionnement de ce service. La transformation était visible dans toute la ville. L'agent Wu dirigeait désormais le service de formation à l'éthique, apprenant aux nouvelles recrues à reconnaître et à signaler la corruption. Le centre commercial Riverside avait été vendu à un nouveau propriétaire engagé dans le partenariat avec la communauté plutôt que dans une répression prédatrice. Plus important encore, les victimes retrouvaient leur voix. Marcus recevait chaque jour des lettres de personnes dont la vie avait été détruite par de fausses arrestations, le remerciant de leur avoir redonné espoir en la justice. Une lettre le toucha particulièrement. Elle provenait de Maria Santos, une mère célibataire arrêtée 2 ans plus tôt par Martinez pour des accusations de trafic de drogue inventées de toutes pièces. Elle avait perdu son emploi, son appartement et failli perdre ses enfants. « Capitaine Thompson, écrivit-elle, grâce à votre courage, ma condamnation a été annulée. J'ai retrouvé mes enfants. J'ai trouvé un nouvel emploi. Vous n'avez pas seulement sauvé votre vie, vous avez aussi sauvé la mienne. » Marcus gardait cette lettre dans le tiroir de son bureau, la lisant chaque fois que le poids de la direction lui semblait trop lourd. Les policiers corrompus ont été condamnés à une justice proportionnelle à leurs crimes. Martinez a été condamné à 15 ans de prison pour complot, falsification de preuves et violation des droits civiques. Rogers est décédé d'une crise cardiaque pendant son procès, son héritage étant à jamais terni par ses crimes. Davison a coopéré avec les enquêteurs fédéraux et a bénéficié d'une réduction de peine de 8 ans. Le juge Harrison a été radié du barreau et condamné à 12 ans de prison fédérale. Sa luxueuse demeure a été vendue, les bénéfices étant reversés à un fonds d'indemnisation des victimes. La chute du maire Bradley a été la plus dramatique. L'homme qui avait milité pour la loi et l'ordre fut condamné à 20 ans de prison pour racket et blanchiment d'argent. Sa carrière politique s'acheva sous les menottes et les gros titres. Mais Marcus savait que la véritable victoire ne résidait pas dans leur punition, mais dans le renouvellement du système. De nouveaux comités de surveillance, des caméras corporelles sur tous les agents et des systèmes de signalement anonymes avaient été mis en place dans toute la ville. À la fin de la cérémonie de remise des diplômes, un jeune officier s'approcha de Marcus. L'agent James Mitchell avait 22 ans, fraîchement sorti de l'académie, animé du même idéalisme dont Marcus se souvenait de ses débuts. « Capitaine, je voulais vous remercier », dit Mitchell en serrant la main de Marcus. « Votre histoire est la raison pour laquelle je suis devenu policier. Pour prouver que les bons agents existent encore. » Marcus sourit, se voyant plus jeune dans le regard déterminé de la recrue. « Souviens-toi, fiston, l'intégrité ne consiste pas à ne jamais tomber. Il s'agit de toujours se relever et de faire ce qui est juste. » Ce soir-là, Marcus était assis sur sa véranda avec Sarah, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances dorées et violettes. La ville s'étendait devant eux, plus calme, plus sûre. « Tu as parfois regretté, papa ?» demanda Sarah. « D'avoir enduré toute cette douleur, d'avoir tout risqué. » Marcus réfléchit à la question, pensant à toutes les vies changées, à toutes les familles réunies, à tous les innocents qui n'affronteraient jamais la corruption qu'il avait démantelée. « Ma petite, dit-il finalement, la seule chose que je regretterais, c'est de rester silencieux alors que j'avais le pouvoir de parler. » La leçon était simple mais profonde. Parfois, les expériences mêmes qui semblent destinées à nous détruire deviennent le fondement de nos plus grandes contributions. Le passé criminel de Marcus ne l'avait pas disqualifié de la justice. Il avait préparé à reconnaître l'injustice sous toutes ses formes. Son histoire lui rappela que la rédemption est toujours possible, que le courage peut surgir des situations les plus inattendues et qu'une seule personne prête à se lever peut changer tout un système. La justice ne se résume pas à la perfection. Il s'agit de persévérance. Il s'agit de se relever chaque fois qu'on vous met à terre et de prouver que la vérité, l'intégrité et le courage triompheront toujours de la corruption et de la peur. Si vous croyez au pouvoir de défendre ce qui est juste, abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que le bien peut vaincre le mal lorsque nous refusons de nous taire face à l'injustice.